Eh bien, bonjour, bienvenue, merci d'être là. J'espère que vous êtes prêts pour une petite plongée dans les entrailles de la compilation en Rust et que vous avez pris un scaphandre parce qu'on va aller un peu profond. Euh, Première chose qui me vient à l'esprit, moi, c'est quand je pense à compiler du code, en fait c'est super facile. Enfin, des fichiers en entrée, le compilateur fait son boulot, j'ai un exécutable en sortie, problème réglé, on n'en parle plus, suivant. C'est un peu passé à côté d'un certain nombre de problématiques qui, quand on se pose 2 secondes, finissent par apparaître petit à petit. Typiquement, en fait, il faut déjà vérifier qu'on utilise correctement les différents mots-clés du langage, que les valeurs sont correctement typées, qu'il y a des conversions implicites qui se font comme on veut bien, s'assurer que quand on dit que je veux appeler une fonction machin chose, que la fonction existe bien et qu'on arrive bien à identifier et à représenter partout comment on l'appelle. Découvrir quels sont les traits qui sont implémentés et à quel moment il faut les utiliser exactement, la visibilité des différentes structures et fonctions qu'on veut utiliser, est-ce qu'elles sont publiques ou pas, est-ce qu'il faut allouer de la mémoire sur le tas, sur la pile, quelle quantité il faut allouer, quand est-ce qu'il faut libérer, s'embêter avec la gestion des alignements des adresses. Puisqu'on fait du Rust, en fait, faut vérifier que les emprunts, ça se passe bien. Donc, qui est propriétaire de la donnée? Est-ce qu'il y a des emprunts qui survivent la libération de la mémoire? Faire attention à l'exclusivité avec les emprunts mutables. Si on produit des messages d'erreur, parce que, oh bon Dieu, quand en Rust, on en produit des messages d'erreur, faut qu'il soit le plus précis possible, qu'il nous indique à quelle ligne c'était, quel était le problème exact, donc qu'il soit spécifique le message d'erreur. S'il nous affiche une erreur mais qui ne correspond pas à ce qui a été effectivement détecté, c'est pas très pratique, et éventuellement qui nous suggère des corrections. Et puis on va parler un petit peu de fidélité à la transformation, c'est-à-dire que le bout de code que j'écris en Rust, moi je m'attends à ce que ça fasse quelque chose qui est à peu près en phase avec ce que j'ai écrit, mais dans le binaire final, quoi. Évidemment, on ne s'amuse pas à réinventer la roue, donc on va toujours avoir des bibliothèques externes à gauche à droite avec lesquelles il va falloir faire le lien. Je viens de perdre l'affichage. C'est reviendu. Et puis aussi, il y a des questions d'optimisation. On va essayer de minimiser la taille du code binaire produit, et on va essayer de minimiser aussi le nombre de cycles CPU nécessaires pour le programme, et puis aussi l'empreinte mémoire. Bref, plein de trucs intéressants. Pour aller creuser ça, je vous propose de vous montrer un tout petit programme que j'ai écrit en Rust, qui est pas trop trivial, mais qui l'est quand même un petit peu. C'est un petit programme que je vais lancer en utilisant Cargo. Et en fait, ce petit programme, quand je lui donne un chiffre, il me donne, alors oubliez les 2 lignes en vert là, il me donne une astuce associée au numérique responsable, très bien. Si je le lance en lui donnant un autre chiffre, il m'en donne une autre, très bien. Et puis si je le lance en lui donnant un chiffre qu'il ne connaît pas, il me dit que ça n'existe pas. Pardon, ce serait mieux si je mettais un run, cargo. Voilà. Si je lance cargo run, il me donne toutes les listes des astuces qu'il connaît. Bon, très bien. Ce programme, non, hop. Il n'y a pas grand chose à aller voir, enfin pas grand chose que je vais vous montrer. On va passer pas mal de temps sur cette partie-là, qui est notre petit main, où on va aller parser les arguments, et puis si ça se passe bien, on fait un truc, si ça se passe pas bien, on fait autre chose. Toute la partie tips, c'est là où il y a toute la notion d'astuce et toute la machinerie que je ne vais pas vous présenter, parce que ça n'a pas d'intérêt là pour la présentation. Et puis il y a le green.rs qui fait juste ma déclaration, enfin mon truc un peu en statique. Voilà, donc si je veux ajouter une 8e astuce, j'ajoute juste une ligne dans mon vecteur et c'est marre. Voilà. Alors, tac. Bon. J'essaie de repérer mon pointeur. C'était pas l'idée du siècle ce que je viens de faire. C'est pas grave. Voilà. Alors, prêt à plonger? Alors, déjà première chose, le compilateur il bosse de façon en couches successives, et puis chaque élément suivant, on va être un peu moins proche du code source d'origine et un peu plus proche du binaire final. Alors ce qu'on va voir ensemble là, c'est une simplification de la réalité. Je vais passer sous silence un certain nombre de détails un peu gore.
Et je vais procéder à des approximations pour essayer de conserver un ensemble qui soit à la fois digeste, mais qui reste quand même suffisamment correct pour se faire une idée appréciable de la réalité. Alors, première chose, travailler directement avec du code source, quand on est un compilateur, c'est à la fois incommode et source d'erreur. Parce que en fait, le code source, il est fait pour les humains, il n'est pas fait pour les machines. Donc la première chose que va faire le compilateur, c'est prendre notre code source, le passer au travers d'un truc qui s'appelle l'analyseur lexical, dans le but d'identifier les différents symboles qui composent notre code source. Donc en gros, si vous avez un texte en français, il va repérer les mots, les virgules, tout ce qui est ponctuation, etc. Les sauts de ligne. Et puis il va produire un flux de symboles. Et donc si vous utilisez des trucs qui ne sont pas corrects d'un point de vue de qu'est-ce qui est valide en termes de symboles d'un point de vue Rust, c'est là que vous aurez des erreurs qui seront produites. Une fois que ce flux de symboles il a commencé à être produit, il va être consommé par un analyseur syntaxique qui va avoir comme rôle de créer un AST. Alors AST pour Abstract Syntax Tree, ou arbre syntaxique abstrait, qui va se charger de fabriquer en mémoire une représentation arborescente de notre code. Donc imaginez toutes les accolades, les blocs, etc., qui vont être l'imbrication qu'on va retrouver. Je vais vous montrer ça. Tic, 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 tic. Ah, mais il est là mon pointeur. Donc là, on voit qu'effectivement, on a, si on imagine que la ligne 0 de notre code source, c'est la racine de notre arbre, on va avoir pour chacune des lignes un enfant. Sauf là, en fait, on va avoir un enfant pour dire que c'est la fonction main, avec dedans un sous-arbre avec la liste des instructions, donc avec le sous-arbre notre match, avec un sous-arbre pour chacun des bras de notre match, etc., etc. C'est à ce moment-là qu'on valide en même temps la syntaxe. Donc si jamais vous n'utilisez pas correctement des mots-clés, c'est là qui vous crachera la figure. Si vous avez des accolades qui manquent, etc., c'est là qui vous crachera la figure, etc. Donc une fois qu'on a cet arbre qui est représenté, on va faire un truc qui est très spécifique à Rust quand même, parce que là jusqu'ici, vous pourrez retrouver ça dans à peu près n'importe quel langage digne de ce nom. C'est qu'il va faire l'expansion des macros. Alors vous le savez probablement, en Rust, il y a deux types de macros, pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'in fine, on va se retrouver avec des symboles qui vont être générés. C'est-à-dire que nos macros, in fine, elles vont générer des symboles au même titre qu'on avait un flux de symboles qui était généré à partir de notre code source. Et ce flux de symboles, il va être transformé en un sous-arbre, un sous-AST, qui va venir remplacer l'endroit où il y avait la macro qui était appelée. Typiquement, là, le ePrintln, c'est une macro, et si je lui demande gentiment, il va me dire que en fait, cette macro-là, elle va être remplacée par ça, qui va être un sous-arbre de ce que je vais intégrer dans mon arbre syntaxique qui avait été préparé avant. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait du C? Je vous plains. Non, j'en ai fait aussi. Et peut-être vous vous êtes posé la question de la différence entre les macros du C et celles du Rust. Celles du C sont gérées par un truc qui n'a rien à voir avec le langage C, par le préprocesseur. Techniquement, en C, vous pourriez utiliser le langage donc avec tous les dièses define, include, etc. Que propose le C, et utiliser ce truc-là pour faire n'importe quoi sauf du C. Il n'y a aucune raison, il connaît pas, et c'est pas le préprocesseur, c'est pas que c'est du C en fait. La contrainte de générer du code C valide à partir des macros, elle est sur vous, le développeur. Ça peut générer des macros qui ne sont pas forcément très très bien codés, comme celles que vous avez à l'écran, et qui, au lieu de faire un do, au final appelle la fonction foo avec comme paramètre 22 et 0, finit par appeler la fonction foo avec 0 et 0. C'est pas forcément évident au premier coup d'œil. On se fait à mordre 2-3 fois avant de le voir, mais c'est ce genre de problème alors ce que les développeurs du compilateur Rust appellent les problèmes d'hygiène des macros, que les macros de Rust sont conçus pour ne pas avoir, parce qu'elles font partie intégrante du langage, elles sont gérées directement par le compilateur et pas par un truc qui est en amont et qui n'a rien à voir avec le compilateur.
Voilà, au final, le code qui est généré par cette macro en C fait qu'on a une variable y qui vient surcharger, qui vient masquer notre variable y qui est en dehors du bloc, et donc en fait, on fait pas ce qu'on veut. Bref, une fois qu'on a fait notre génération de macro, parenthèse fermée pour le C++, on va passer au travers de toute la partie résolution de nom. Donc c'est là qu'on va... Alors, il y en a eu un petit peu avant, parce qu'il a fallu résoudre les imports et les noms des macros qu'il fallait aller étendre, mais maintenant on va faire tout le reste. Donc on va relier les noms des choses, fonctions, structures, variables, modules, etc., qui ont été mentionnés dans leur déclaration, et on va garder une trace du périmètre de visibilité des différents noms déclarés. Donc qu'est-ce qui est déclaré dans quel bloc, etc., pour savoir qu'est-ce qui vient masquer éventuellement quelle autre chose. On va avoir donc potentiellement des types d'erreurs sur des imports, des typos sur le nom des fonctions. D'ailleurs Rust, quand vous avez un typo dans le nom d'une fonction, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il fait un peu de fuzzing pour déterminer que peut-être que tu voulais appeler cette fonction-là. En fait, il y en a une qui a un nom qui est très proche. Et une fois qu'on a fait cette résolution de nom, on se retrouve avec un AST résolu, donc qui est vraiment l'élément final de la transformation de notre code source en quelque chose de manipulable un peu plus facilement par le compilateur. Et cet AST, eh ben, en fait, en utilisant Cargo et la toolchain Nightly, on a la possibilité d'aller voir à quoi il ressemble. C'est cool ça. Venez, c'est ce qu'on fait. AST. Alors, comme vous pouvez le constater, ça fait presque 9000 lignes pour un programme qui, au total, mis tout bout à bout, doit faire 200 lignes à tout casser. Il y a beaucoup de choses, mais en fait, c'est parce que c'est tout extrêmement verbeux. Alors, c'est une représentation textuelle de l'AST. Techniquement, en mémoire, c'est pas ça exactement qu'il y a. Il y a quelques items qui sont ajoutés automatiquement pour avoir la bibliothèque standard. Donc, il y en avait 2 de mémoire. Hop. Tac. Et ensuite, on va commencer à avoir des choses qui vont nous parler dans le contexte de notre fichier. On voit qu'il y a un span, qui est en fait l'endroit dans le code source d'où provient l'élément, ce qui va être très très pratique pour générer des messages d'erreur en disant « c'était à cet endroit-là que c'était pété ». Qui nous dit que, grosso modo, sur la première ligne du fichier main, on a une ligne qui est un use, ça tombe bien, c'est ce qu'on voit là, où on va aller use quoi, stud et env, et voilà, ok, très bien. Rebelote sur la ligne 2, on a un use avec ce coup-ci quelque chose d'un poil plus complexe, puisque dedans on a fait 2 inclusions, une pour le non-zero usize et une pour le parsing terror, que vous retrouvez là. Peut-être mettre comme ça, ce sera peut-être plus easy pour tout le monde. Et puis on va commencer à avoir des trucs un peu plus sympas quand on va arriver à la ligne 8, où là on va arriver sur vraiment le fait qu'on a une fonction, on a notre fonction main qui est déclarée et qui va avoir dedans un body avec un bloc qui va contenir des statements, qui va contenir une exp qui est de type match, qui va faire un appel à une fonction qui s'appelle parseArgs. Donc en fait là on a tout ce truc là qui tient sur 2 lignes, là on en est déjà à 50 lignes. Et puis ensuite, notre match, on va retrouver les 2 bras de notre match. Le match pour le cas OK et le bras, pardon, et le bras un peu plus bas pour le cas error, qui est là. Voilà. Ça fait un truc un peu verbeux pour pas grand chose. Alors, enfin pas grand chose. En tant qu'utilisateur humain, moi je joue pas ça tous les jours. Donc ça, on a vu à quoi ressemblait notre arbre, et un petit peu de résumé, on a pris notre code source, on est passé au travers de l'analyseur lexical, on a vu le flux de symboles, l'expanseur de macros, avec l'analyseur syntaxique avant, on a fabriqué un AST qu'on a étendu grâce à l'expansion des macros, et on a fini toute notre résolution pour avoir un AST résolu. Une fois qu'on a fait ça, le compilateur va passer à l'étape suivante, qui va être de réduire notre AST en une représentation interne de haut niveau, High Level Internal Representation, here, qui va en fait procéder à un certain nombre de grosses simplifications. Typiquement, vu que maintenant on a une structure sous forme d'arbre, tout ce qui est parenthèse et accolade, ça dégage. Il n'y a plus besoin parce qu'en fait les parenthèses servaient à définir dans quel ordre on allait mettre les choses dans l'arbre, sauf que maintenant c'est fait, donc ces éléments-là ils ne servent plus à rien, ils sautent.
toutes les boucles for, while, etc. sont remplacées par une simple boucle loop avec du goto pour remonter. Non, n'importe quoi, avec une boucle loop. Plus tard, les goto. Tous les iflets sont transformés en match. Toutes les fonctions async fn donc, sont transformées en fonctions synchrone qui renvoient une future. Et puis, en fait, toutes ces simplifications, ça va permettre de mettre en place des analyses beaucoup plus facilement. Évidemment, hein, si vous faites une analyse pour un type de boucle et que vous n'avez pas besoin de vous poser la question si c'est une boucle for, une boucle while ou que sais-je, ça vous facilite un peu la vie. Première chose, on va détecter les types. Donc il y a un algo qu'ils utilisent qui s'appelle Milner, qu'ils ont étendu pour gérer aussi toute la partie sous-typage, l'inférence de durée de vie et puis les types de types, donc les types de plus haut niveau. Il va collecter en fait toutes les contraintes associées aux différentes variables et dans leur région d'existence pour essayer de déterminer le type. Donc grosso modo, c'est ce qui permet de, quand on fait un let mute things en disant que c'est juste un vecteur, on ne lui dit pas ce que c'est un vecteur de quoi, et qu'ensuite on essaie de mettre dedans une stir, bah en fait on comprend que la seule possibilité c'est que ce soit un vec de stir. Et puis il va remonter donc évidemment toutes les informations qui sont manquantes, enfin les erreurs quand on n'a pas assez d'informations pour déterminer quel est le type, ou quand il y a des trucs qui sont incompatibles, du genre j'essaie de pousser une stir et ensuite de pousser un int. Les durées de vie qui sont manquantes quand c'est nécessaire de les préciser, etc. Et tout ça, il va le conserver dans une table, parce qu'en fait, dans le here, il y a un identifiant pour chacun des nœuds qui va permettre d'aller pointer rapidement dedans sans avoir à faire à chaque fois des parcours. Et donc, il va garder à la fois le type et la durée de vie. Une fois que ça c'est fait, il va passer à la résolution des traits. Donc, il va reprendre notre here. Et donc pour rappel, les traits en reste, c'est l'équivalent des interfaces. Et il va faire le lien entre les références des traits et l'implémentation qui va être à utiliser. Et cette implémentation, elle peut être générique. Donc les types d'erreurs qui vont être remontés, typiquement, ça va être, je suis désolé, mais tu me demandes un truc qui implémente clone, j'ai pas trouvé d'implémentation de clone pour le type que tu m'as demandé, que tu as voulu utiliser. Exactement ce que je viens de faire, ce que je viens de dire. Donc on se retrouve à il va aller chercher en fait des implémentations qui correspondent à ce qu'on utilise. Une fois que ça c'est fait, on va passer au travers du validateur de type. Alors lui, il va valider tout ce qui est déréférencement automatique, donc tout ce qui implémente le trait déref, pour vérifier qu'effectivement on peut bien aller descendre et faire des déréférencements dans les aliments. Il va valider aussi la variance des paramètres, donc c'est ce qui fait qu'on peut mettre des chiens et des chats dans une collection d'animaux, mais pas forcément des chiens dans une collection de chats. Et en fait, les erreurs qui va remonter, c'est vraiment toute une question de type incompatible les uns avec les autres. Une fois que ça c'est fait, il reprend le here et puis toujours nos types pour faire les validations d'exhaustivité. Puisque quand vous faites un match, quand vous faites un match, il va falloir prendre en considération tous les cas possibles, sauf sur une énigme qui est marquée comme incomplète. Et donc en fait, c'est là qu'il va jeter un œil et dire bon tu me donnes un result à matcher, je vais vérifier que tu as bien prévu le cas OK et ERR, sinon ça va se mettre. Et ça, c'est grosso modo l'intégralité des modifications, enfin des validations qui sont faites sur le here. Est-ce qu'on peut voir la here? Bien sûr. On peut voir la here. Il suffit juste de lui demander gentiment. Alors, voir la here. Et en fait, ça va aller très vite, parce qu'à peu de choses près, ça ressemble exactement à ce qu'on avait pour notre AST, sauf qu'on voit qu'il y a des def ID qui commencent à apparaître un peu partout, qui permettent de faire le lien directement entre les différentes fonctions dans notre code, et le fait qu'on va pointer vers un truc en particulier. Et puis il y a tous les types qui sont résolus. Typiquement, là, on sait que... Alors, où est-ce qu'il est, là, il a fait le lien en disant ok, j'ai ma fonction main qui va appeler un truc qui est un ID 034 pour dire que c'est mon parsecs. Voilà. En gros, c'est ça. Et après, tout le reste, comme c'est principalement des validations, il n'y a pas grand-chose de plus intéressant à regarder là-dessus. Donc, pour résumer, on a pris notre
AST qui était résolu, on l'a passé au travers d'un réducteur pour obtenir le here. On a fait grosso modo de la résolution, de la validation pour obtenir en plus 2 tables et puis valider 2-3 petites choses en plus. Ici, je vous dis qu'il y a une représentation interne de haut niveau, la here. C'est qu'il y a une représentation interne de niveau intermédiaire, voyons, de niveau moyen. Mid-level internal representation. Donc on va rebelote, on prend notre here, on prend ce qu'on a précalculé juste avant, on fait une phase de réduction dessus pour calculer la mire. Alors déjà, pourquoi créer une représentation interne supplémentaire? Eh bien en fait, c'est assez pénible de réaliser certaines opérations sur le here, notamment les opérations qu'on va aborder juste après. Jusqu'ici, on avait quelque chose qui était fidèle à comment était structuré notre code. La mire, c'est un graphe de contrôle de flux, c'est-à-dire qu'on va représenter les différents flux d'exécution possibles et non pas comment est construit notre code. Tous les aspects de généricité sont conservés. Par contre, tout ce qui est closure, donc ce que d'autres langages appellent les lambda, etc., sont désucrés potentiellement en une struct avec des données manipulées plus une fonction. Pour info, le compilateur Java fait quelque chose d'assez semblable avec les lambda dans certains cas. Alors, une mire, à quoi ça ressemble? Eh bien en fait, donc je le disais, c'est l'assemblage de tous les chemins d'exécution possibles, où on a un bloc de base qui va ensuite envoyer sur différents autres blocs de base. Jusque-là, vous allez me dire, je ne vois pas trop la différence avec ce qu'on a vu juste avant. Il y en a une assez importante, c'est qu'au sein d'un bloc de base, on va avoir une liste d'instructions qui ne peuvent avoir qu'un seul successeur. Donc je commence, je crée un vecteur, j'alloue de mémoire, je mets quelque chose dedans, etc. Et ensuite, à la fin, il y a un terminateur qui a, lui, le droit d'avoir plusieurs successeurs. Et donc pour pouvoir décider à quel bloc de base de suivant on va aller se brancher, en fait si on a un if par exemple, dans le terminateur on va avoir la condition du if, et puis ensuite, dans le cas du then, on va aller brancher sur un autre bloc de base, et dans le cas du else, on va aller brancher sur encore un autre bloc de base. Et c'est là que reviennent nos goto, parce qu'en fait tout ça, ça se fait avec des goto. On n'a pas envie de le maintenir ça tombe bien, c'est pas fait pour. Une fois que le compilateur reste, donc il a fabriqué la mire à partir de tout notre code en entrée, il va pouvoir commencer à faire l'élaboration des libérations de mémoire. Parce que l'endroit où vous allouez la mémoire, c'est vous qui le dites, puisque vous créez une variable qui va être d'un certain type, c'est à ce moment-là que ça va être fait. Par contre, le moment où la libération de mémoire est faite, c'est normalement à la fin, quand le bloc de visibilité de la variable se termine, moyennant les questions de j'ai déplacé la variable, etc. Donc il faut qu'il ajoute des blocs de base pour gérer la libération de mémoire. Sauf qu'il y a des cas un peu aux limites où, à la compilation, le compilateur ne peut pas savoir à quel moment, au moment de l'exécution, devra être faite la libération de mémoire. Typiquement, dans le cas qu'on a ici, à un moment donné, dans l'exécution, une fois sur deux, à peu près, en fait, X aura été déplacé dans Y. Donc, en fait, une fois sur deux, il ne faudra pas forcément libérer la valeur du VEC, la mémoire associée au VEC, qui était 1, 2, 3, à la fin du bloc. Et ça, il ne peut pas le savoir à la compilation, donc il va devoir créer ses blocs de base en anticipant ces cas-là, pour que ça puisse se passer correctement. Et puis après, il va se passer un mur. Le bureau checker. Celui qui, en tout cas moi, m'a beaucoup embêté et continue des fois de me casser un peu les pieds. Mais c'est pour mon bien. Vu que le MIR c'est une représentation en flux de traitement, le travail du bureau checker, qui est de vérifier que on ne fait pas n'importe quoi avec la mémoire, est largement facilité par rapport à faire la même chose sur le here, qui était une représentation structurelle de notre code. D'ailleurs, la MIR a été créée en partie pour faciliter le travail du bureau checker et pouvoir le réimplémenter qui bosse sur le MIR. Et ils ont une liste genre d'une quinzaine de bugs du compilateur qui ont été résolus rien qu'en fait en passant sur le MIR. Bref.
Donc le bureau checker, il va être responsable entre autres de vérifier que les variables sont initialisées avant d'être utilisées, qu'on ne déplace pas une valeur plusieurs fois, qu'on ne déplace pas une valeur pendant qu'elle est empruntée, qu'on n'accède pas à une valeur pendant qu'elle est empruntée de façon mutable, et qu'on ne modifie pas une valeur pendant qu'elle est empruntée. Pour ça, en fait, il va faire une analyse de flux de données. Donc, imaginons qu'on est là, représenté par des pastilles de couleurs, les différents endroits où de la mémoire est allouée. Ben, il va repérer ces endroits-là, et il va suivre en fait le flux où ces données sont, comment est-ce qu'elles vivent et comment est-ce qu'elles sont déplacées, en considérant que les traits horizontaux sont des déplacements. Jusqu'à traquer le ou les endroits, on l'a vu tout à l'heure qu'il pouvait y en avoir plusieurs, où la mémoire est libérée. Première chose. Une fois que ça c'est fait, on va zoomer sur le bloc de base qui est à gauche. Et donc, comme je le disais, mémoire, un mouvement latéral, là, c'est pour dire que c'est déplacé. Il va aller trouver un petit peu toutes les références qu'on a dans notre code. Donc là, j'ai des références dans ce bloc de base là, qui vont emprunter ma donnée, et va s'assurer que effectivement la durée de vie de mes emprunts ne survit pas au déplacement ou à la disparition de ma donnée, de ma mémoire. Donc dans le cas de notre premier emprunt qui est en haut, bah, ça se passe bien, puisque sa durée de vie elle est plus courte que la durée de vie de la donnée avant son déplacement. Mais dans le cas du deuxième emprunt, c'est pas bon, puisque on a déplacé la donnée alors qu'il y a encore un emprunt qui est vivant. Et une fois que ça c'est fait, on entre dans la partie que je préfère, enfin, alors je vais pas dire qui m'émeut, c'est peut-être un peu fort, mais qui à chaque fois me met un peu des paillettes dans les yeux, ça pique, ce sont les optimisations. Parce qu'en fait, il va faire plein de trucs. Alors, deuxième avertissement, les optimisations qu'on va voir ensemble là, déjà, c'est pas toutes les optimisations, parce que sinon, c'est pas une présentation de 50 minutes qu'il faudrait, mais plusieurs journées. Et aussi, c'est pas forcément joué dans cet ordre-là. J'ai juste mis dans un ordre du ouais, ok, au ah, quand même. Premier, ouais, ok, la fusion des goTo. Je vous l'avais dit, passer d'un bloc de base à un autre, ça se fait grâce à des goTo. Sauf qu'au fur et à mesure des différentes optimisations, on peut se retrouver avec des blocs de base qui ne contiennent pas d'instructions et juste un terminateur goTo. C'est pas très malin. Donc les goTo intermédiaires, ça dégage. Deuxième optimisation qu'il est capable de faire, c'est la fusion des no-op. À la fin, un terminateur, en fait, il ne va pas forcément quelque part, il peut juste dire c'est fini, il n'y a plus rien à voir. Faire un goTo pour aller sur un bloc qui fait un no-op, pas très utile non plus, ça dégage. Un cran au-dessus, il est capable de détecter qu'il y a des blocs de base qui font la même chose. Et donc si j'ai dans deux pans différents de mon CFG, enfin de mon MIR, un X qui renvoie vers un bloc qui fait AB et ensuite rien, et un Y qui renvoie vers un bloc qui fait AB et ensuite rien, il va voir que les blocs AB et ensuite rien, c'est les mêmes, et il va fusionner ça en un seul. Ça c'est cool ça. Optimisation, encore un cran au-dessus, la Null Pointer Optimization. Vous le savez probablement, c'est pas possible en Go. En Go. Ça m'apprendra à faire du Go de façon professionnelle. En Rust, c'est pas possible d'avoir un pointeur nul, à l'inverse du Go, quand vous faites du Rust qui est safe. Et donc, si j'ai une fonction doSomething qui renvoie une option d'une référence vers un i32, ma référence, si jamais j'ai un somme, ma référence, elle est forcément valide. Ça ne peut pas être un pointeur nul. Et donc, quand j'ai un none, j'ai pas de référence. Et donc, le compilateur Rust, il va faire une optime qui est très très maligne, qui est de se dire, en fait, ta fonction doSomething, je vais profiter du fait que option, c'est une enum à deux types, un qui contient rien et l'autre qui contient une référence qui est valide, pour dire, je vais la modifier comme si tu renvoyais un pointeur, au sens potentiellement nul du terme. Donc ton doSomething, il va renvoyer un pointeur sur i32, et en fait, je vais tester la nullité du pointeur en retour pour gérer le canon. Donc en fait, ça, ces options de Rust, ça coûte 0 à l'exécution. Ça dégage au moment de la compilation et c'est remplacé par des tests sur des pointeurs comme on le fait en C et comme on le fait en Java, sauf quand on commence à utiliser des optionals. Pour la petite histoire, la JVM n'optimise pas les structures de l'optional. Donc vous avez toujours le coût de cet optional, sauf si vous utilisez Zool, je crois. Je crois que c'est la seule JVM qui fait ça.
Bref, ça c'est cool, parce qu'il va pouvoir le faire pour plein de trucs. Et on a la sûreté quand on code, la performance quand on exécute. Dans le même ordre d'idée, l'effacement des structs a un élément. Moi, dans mon code, ça m'apprendra à faire du DDD, j'ai tendance à vouloir typer les choses. Parce que si tu me donnes juste une string, je veux dire que je dois pouvoir accepter l'intégralité de Shakespeare en mandarin. Donc je veux pouvoir typer un petit peu ce que j'ai entre les mains, sauf que rapidement, on commence à empiler des structures sur des structures sur des structures, et pas mal de choses qui vont être des structures à un élément. Vous commencez à voir venir le truc, peut-être. La structure, au moment de l'exécution, elle sert à rien, elle prend juste de la place mémoire pour rien. Donc en fait, Rust, il va les dégager. Tout va se passer comme si j'avais utilisé directement des strings dans le cas qui nous intéresse là. Donc pareil, coût zéro à l'exécution. Allez, encore une. La monomorphisation. Qui connaît? Ok, une personne. Monomorphisation, vous connaissez peut-être, parce que c'est une façon de traiter le polymorphisme. Monomorphisme, polymorphisme, voilà. Quand on doit gérer des fonctions qui prennent des paramètres génériques, typiquement là j'ai ma clone slice qui prend une référence vers une slice de quelque chose qui est un T, qui implémente clone. J'ai deux possibilités principalement pour gérer comment est-ce que je vais savoir quelle méthode je vais devoir appeler. Ce que fait Rust, c'est du static dispatch, la plupart du temps. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ma fonction cloneSlice, qui est générique, il va repérer dans le code tous les endroits où j'appelle cette fonction, avec quel type de paramètres, et il va générer la fonction qui correspond, spécialisée pour les différents types que j'utilise. Donc il va y avoir, en fait, pour chaque type que je vais utiliser, il va y avoir une fonction qui va être générée. Donc ça veut dire que tout ce travail de gestion du polymorphisme se fait à la compilation, tant que vous ne faites pas du din, etc. C'est cool parce que d'un point de vue performance à l'exécution, en fait, j'ai pas de gestion de me dire qu'est-ce que c'est, ce que j'ai entre les mains, donc il n'y a pas de réflexion. Comment est-ce que je vais faire, quelle méthode je vais appeler, etc. Tout ça, ça se fait à la compilation, avec comme compromis le fait que votre binaire est potentiellement un peu plus gros. Je ne sais pas si c'est le cas, mais peut-être qu'il y a un truc comme ça qui se passe derrière pour potentiellement dédupliquer un certain nombre de choses qui finiraient par être en commun entre les différentes implémentations. C'est pas ce que fait Java. Il a une approche qui est différente, qui est de faire ça à l'exécution. Alors je passe outre le fait que le type T il est perdu au moment de l'exécution, il n'est pas dans le bytecode, donc on a l'effacement de type. Mais list, ça reste une interface, et donc au moment de l'exécution, la JVM va devoir déterminer si ce qu'il a entre les mains, c'est une array list, une linked list ou que sais-je, et appeler la fonction qui correspond. Voilà. Techniquement, la JVM serait libre de faire de l'optimisation JIT pour pouvoir faire l'équivalent de monomorphisation. Je ne sais pas si elle le fait. Bon, est-ce qu'on peut voir la mire? Bien sûr qu'on peut voir la mire. Avec un petit warning. Alors, tac. C'est que la mire, c'est un graphe, un graphe de contrôle de flux. Sauf que quand vous regardez là ce que j'ai ouvert, que j'ai généré, en fait, on revoit apparaître les noms des fonctions, ce qui paraît pas très cohérent. En fait, comme il le précise en entrée, en haut, ce format est à l'intention des utilisateurs humains et peut changer sans aucun avertissement. Faites-vous plaisir. C'est juste une mise en forme de la réalité de ce qu'est le mire. Alors, si on reprend notre fonction main, on va voir quelle tronche elle prend au travers de tout ça. On a donc tout le début qui va correspondre grosso modo à des initialisations de données. Et puis ensuite, on commence à avoir du BB0, BB1, avec des labels, parce qu'on va faire des goto. BB comme basic block de base. Donc on a nos blocs de base là qui sont représentés. Et on voit que dans le premier bloc, il fait appel à la fonction parseargs, et en fonction de ce qu'il a obtenu, il va passer au BB1, potentiellement si ça s'est mal passé, bref, il y a autre chose qui peut arriver. Et ensuite, il va aller, à partir du résultat qu'il a obtenu, c'est notre underscore 1, le résultat,
il va aller récupérer le discriminant de ce résultat. C'est le ord de Java, c'est le numéro en fait de l'entrée dans l'enum. Donc OK, ça doit être 0 et 1 ça doit être ERR ou l'inverse, je sais pas. Oui, c'est ça. OK, c'est 0 et 1 c'est ERR, ce qui lui permet ensuite de faire un switch int. Donc ça c'est le terminateur et dire bah, si c'est 0, tu vas en BB3, si c'est 1, tu vas en BB2, sinon tu vas en BB12. 0, BB3, BB3 il est là, on le voit, c'est notre cas, OK, il peut faire ce cast parce qu'on s'est bien assuré que c'était le bon type. Et puis c'est là qu'on va commencer à appeler notre fonction types, qui est ici, et puis ensuite faire tout le reste et passer à la suite. Dans le cas erreur, on était sur BB2, on voit notre parseInterror qui apparaît ici, on voit le fait qu'on commence à faire du formatage pour des histoires de i-println, etc. Et BB12, hop, unreachable. C'est pas possible de l'atteindre parce que result c'est un type enum qui est complet. Il y a des types enum qui sont pas complets pour permettre de gérer pas de la rétrocompatibilité mais de la future compatibilité, je sais plus comment on dit. Et puis bah, tout le reste est à l'avenant. Hein. Après ça commence à devenir assez velu pour mon goût. Alors, pour résumer, on a pris notre here, on a pris les types, les implémentations, on a passé tout ça au travers d'une méga moulinette qui a fabriqué le mir. On a élaboré toute la partie libération de mémoire pour savoir à quel moment allait être faite la libération de mémoire pendant l'exécution. On est passé au travers du borrow checker et on a fait des optimisations pour avoir un mir simplifié. Et donc, même question que tout à l'heure, s'il y a une représentation interne de niveau intermédiaire, c'est qu'il y a une représentation? Non? Non. Traduction vers la LLVM hier. Qui sait ce que c'est que LLVM? Ok, quelques mains. Je vous ai presque menti. En fait, j'ai fait un mensonge par omission. Oh mon Dieu! En fait, le compilateur Rust ne produit pas de code binaire. C'est pas lui qui le fait. C'est un outil externe qui s'appelle LLVM pour Low Level Virtual Machine, qui est une collection en fait d'outils de compilation. Et ben, c'est une bonne idée d'aller profiter de toutes les optimisations que va proposer LLVM, et donc c'est pour ça qu'il s'appuie sur LLVM. Techniquement, en fait, vous pouvez aussi compiler du Rust avec un autre compilateur. Je crois qu'il y a CraneLift et GCC qui sont utilisables. Mais dans la quasi-totalité des cas, on va utiliser LLVM. Là où c'est rigolo, c'est que du fait de la forme du mir, donc cette histoire de CFG avec des blocs de base qui s'enchaînent les uns les autres, et du format du LLVMVR, qui est un CFG avec des blocs de base qui s'enchaînent les uns les autres, la traduction de l'un à l'autre est assez simple. Une fois qu'on a converti en LLVMIR, on passe la main à LLVM qui va faire notamment un certain nombre d'optimisations. L'avantage qu'a LLVM entre les mains, là, c'est que, alors il va faire des optimisations très génériques sur l'IR, mais aussi, puisqu'il sait quelle architecture cible vous visez pour la compilation, il va pouvoir faire des optimisations spécifiques à cette architecture cible. Donc tout ce qui est jeu d'instructions spécifique à une architecture matérielle ou à une itération matérielle, il va pouvoir faire des optimes dessus. Une fois que ça c'est fait, il va réellement générer du code assembleur et ensuite assembler le code assembleur généré avec un certain nombre de dépendances potentiellement système ou d'autres libs qui ont déjà été précompilés pour faire ce qu'on appelle l'édition de liens, c'est-à-dire faire brancher les éléments externes les uns avec les autres pour obtenir un exécutable à la fin. Est-ce qu'on peut voir à quoi ça ressemble? Oui. Mais pour ça, je vais vous montrer un outil qui s'appelle Compiler Explorer, qui n'est pas fait pour le Rust à la base, qui était fait pour le C++, mais il a été étendu pour ajouter plein d'autres langages. Et qui, quand vous lui mettez à gauche du code source, donc j'ai pris tout ce que j'avais dans mes trois fichiers, là, main, green et tips, tout fichu ça à gauche, et bah, en fait il est capable de vous produire le code assembleur qui correspond, et puis quand vous passez au-dessus d'un élément en particulier, ça vous met en surbrillance le code assembleur qui correspond, etc. Bon, ça peut être très très cool si on n'a jamais besoin de développer un compilateur, c'est pas mon quotidien. Et on peut aussi avoir une représentation un peu plus graphique du mir, du CFG, qu'on avait tout à l'heure, qui était représenté sous forme d'un truc qu'on a refabriqué des fonctions.
Et pour la petite, voilà, ça ressemble grosso modo à ça, où on a nos différentes boîtes qui sont enchaînées les unes avec les autres, tac, avec le code assembleur, où à chaque fois, en fait, le dernier élément, c'est un jump pour aller à l'étape, ou un JNE pour aller à l'étape, au bloc de base suivant. Hop. Voilà. Alors, on va résumer un petit peu. On prend notre MIR simplifié, on le traduit en LMVR, on l'optimise, enfin on demande à LLM de faire son travail, donc optimisation, génération du code, édition de liens, et on obtient un binaire qu'on peut enfin exécuter. Pour aller plus loin, je ne peux que vous inciter à aller jeter un œil au guide des développeurs, pour les développeurs du compilateur Rust. Il y a pas mal de choses qui sont issues là-dessus. Il est pas tout à fait complet. Néanmoins, ça m'a été d'une utilité énorme pour comprendre un peu plus comment fonctionnait le borrow checker notamment, et d'avoir les bons pointeurs vers les bons endroits dans le code du compilateur, dans le code de Rust lui-même, pour savoir ce qu'il fait exactement. C'est extrêmement didactique, comme de toute façon tout le reste de la documentation Rust. En fait, d'une façon générale, quand j'ai commencé à chercher, que je suis tombé là-dessus, j'ai fait bah oui, évidemment, forcément que ça existe. Bref, merci beaucoup pour votre écoute, et puis je suis très très friand de vos retours sur Open Feedback, et puis si vous avez des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre, sans garantie. Merci. Pas de questions? Si, une question? Je ne suis pas allé vérifier s'il y en avait. Donc ça se trouve à la LVM en fait, je ne sais pas. Je me suis vraiment cantonné à aller creuser davantage ce que faisait la partie purement RSC. Le LLM, je t'avoue que c'est une boîte noire encore pour moi. D'où le disclaimer, je ferai de mon mieux pour y répondre aux questions. D'autres questions? Vous avez faim? Non, oui. Je t'en prie. Euh, Je pense que tu devrais pouvoir rebrancher des choses, mais avant les optimisations peut-être, parce qu'à un moment donné, peut-être plus savoir ce qu'il y avait comme information. Parce qu'en fait, dès l'instant où tu as passé le borrow checker, ton code il est considéré comme valide. Donc c'est pas impossible qu'il y ait beaucoup d'informations de quel bout de code vient de où qui disparaissent, notamment si tu commences à fusionner des blocs. Donc je sais pas à quel point ça pourrait être utilisé, je sais pas si c'est utilisé pour faire ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça permettrait de gratter pas mal de temps, mais tu vas quand même être obligé de refaire toute la partie borrow checking, je pense, pour que quand le Rust prenne une position toujours un peu conservative là-dessus. Il va toujours te dire, je préfère te dire que ça compile pas, même si techniquement ça compilerait, que ça pourrait marcher, plutôt que te dire t'inquiète ça passe, alors qu'en fait il y avait un truc qui marcherait pas. Donc, je suis pas sûr qu'ils prennent cette route-là. Oui. Et j'ai oublié de répéter toutes les questions, je suis navré. Est-ce qu'il y a du LTO? Optimisation des boucles récursives, Ouais. Je Ouais, pour moi, exactement. Ça va être à l'édition de liens. Donc, c'est possible qu'il le fasse, mais uniquement au level de la crate. Parce que pour Rust, vraiment, tout est au niveau de la crate. C'est son unité de compilation. Donc, je suis pas sûr que tu aies ce genre de choses. Je vous rends 5 minutes. Bon appétit.